Imaginez un vent glacial qui hurle sur les plaines enneigées du Nouveau-Mexique. En 1885, un cavalier émerge du brouillard blanc, silhouette drapée de cuir usé, regard hanté par 12 années d'exil. Nakai, guerrier apache, revient non pour venger, mais pour réparer ce qu'il a brisé. Face à lui, Liliane, la femme qu'il a aimée au-delà des frontières, et un garçon aux yeux sombres qui porte en lui un secret plus lourd que la neige. Et si le pardon naissait d'un coup de feu dans la tempête, et si la rédemption coûtait plus cher qu'une vie, écoutez jusqu'au bout, la fin vous glacera le sang ou réchauffera votre cœur. Abonnez-vous, partagez d'où vous nous écoutez, et dites-nous, croyez-vous encore aux secondes chances? Le vent hurlait comme un loup blessé sur les plaines gelées du Nouveau-Mexique, en cette année 1885, où l'hiver semblait vouloir effacer la terre elle-même. La neige tombait en rideaux épais, couvrant les herbes sèches d'un manteau blanc impitoyable, tandis que les corbeaux noirs, perchés sur les clôtures calcinées par d'anciens feux de prairie, croassaient leurs complaintes funèbres contre le ciel plombé. Dry Creek, ce petit bourg, accroché au bord du monde, gisait sous un voile de brume, là où la frontière entre les hommes blancs et les peuples autochtones n'était qu'un fil de sang tendu, prêt à se rompre au moindre souffle. Au milieu de cette désolation, une silhouette émergea du blizzard comme sortie des entrailles d'un cauchemar oublié. Un cavalier, monté sur un cheval maigre aux flancs couverts d'eau de givre, avançait lentement, chaque pas faisant craquer la croûte de glace sous les sabots. L'homme était enveloppé dans une couverture de daim usée jusqu'à la trame, tachée par les ans et les voyages interminables. Sur son épaule, un sac de cuir élimé pendait, contenant des éclats d'obsidienne noire, ces lames volcaniques que les Chiricahua utilisaient autrefois pour tailler des pointes de flèches mortelles. Son visage, buriné par le soleil du désert et les vents des montagnes, portait les marques d'un guerrier, cicatrices fines comme des rivières asséchées, yeux profonds et sombres, où brûlait une flamme éteinte depuis longtemps. Nakai, c'était son nom, murmuré autrefois, avec respect, dans les campements apaches, craché aujourd'hui comme une malédiction dans les saloons de Dry Creek. À 34 ans, il n'était plus le jeune éclaireur engagé par l'armée américaine, ce traître aux siens pour certains, ce survivant pour d'autres. 12 années plus tôt, il avait fui cette même terre, une balle logée dans l'épaule, accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis. Une fusillade au cœur de la ville, le shérif abattu d'une balle en pleine poitrine, et Nakai, l'apache marié, à une femme blanche, désignée comme le bouc émissaire parfait. Il avait disparu dans la nuit, laissant derrière lui une épouse aimée plus que la vie, et une haine qui le rongeait comme la gangrène ronge la chair. Mais ce n'était pas la vengeance qui le ramenait, ni la justice, cette chimère blanche que les tribunaux réservaient au visage pâle. Non, Nakai revenait pour enterrer ses regrets, pour réparer ce qu'il avait brisé en fuyant comme un coyote blessé. Son cheval, épuisé, s'arrêta enfin devant une cabane délabrée au bord du village, une masure que le temps et les tempêtes avaient presque réduite à néant. Les murs de adobe fissurés laissaient passer des bourrasques de neige, le toit s'affaissait comme un vieillard courbé par les ans, et la porte pendait sur un gond rouillé, grinçant au moindre vent. De la cheminée, une fumée faible s'élevait, luttant pour survivre dans le froid. Nakai descendit de cheval, ses bottes enfonçant dans la neige jusqu'aux chevilles, et il attacha l'animal à un poteau branlant. Il ne frappa pas, il n'appela pas. À la place, il s'agenouilla dans la poudreuse, ses mains nues, gercées par le gel, saisissant un madrier pourri de la clôture effondrée. Il commença à le redresser, clouant les planches avec des gestes précis, hérité des leçons de son père dans les canyons lointains. Chaque coup de marteau résonnait comme un battement de cœur dans le silence glacial, et la neige collait à sa peau, brûlant comme du feu.
La porte s'ouvrit alors avec un craquement sinistre. Une femme apparut sur le seuil, silhouette frêle, enveloppée dans un châle de laine râpée. Liliane. 32 ans, mais ses cheveux avaient mini-blanchi prématurément sous les assauts du vent du désert. Ses pommettes aux carolites saillantes portaient les stigmates d'une vie rude. Et ses yeux, autrefois d'un bleu clair comme les ciels d'été, étaient maintenant voilés d'un mélange de peur et de colère contenue. Elle avait abandonné sa famille pomme blanche pour lui, pour cet amour interdit qui défiait les lois des hommes et des esprits, et il l'avait laissée seule, accusée de trahison par les siens, veuve d'un fantôme par les autres. À ses côtés, un garçon d'une dizaine d'années se tenait tapi dans l'ombre, les yeux écarquillés. Élie. Sa peau était pâle comme celle de sa mère, mais ses yeux noirs, profonds et intenses, trahissaient un héritage plus ancien, plus sauvage. Il serrait un bout de bois comme une arme, observant cet étranger qui travaillait dans la neige sans un mot. Liliane s'avança d'un pas, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Qu'est-ce que tu fais ici, Nakai, après tout ce temps ?» Il ne leva pas immédiatement les yeux, continuant à enfoncer un clou dans le bois gelé. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de froid, mais d'une émotion qu'il avait enfouie au plus profond de son âme. Enfin, il se redressa, affrontant son regard, et sa voix, grave et rocailleuse comme les rochers des montagnes, brisa le silence. « Je suis revenu, pas pour réclamer quoi que ce soit, seulement pour réparer ce que j'ai démoli. » Le vent redoubla, emportant ces mots dans la tourmente, mais ils restèrent suspendus entre eux, lourds comme la neige qui s'accumulait sur leurs épaules. Élie recula d'un pas, sentant une tension qu'il ne comprenait pas encore, tandis que les corbeaux au loin semblaient attendre la suite de ce drame ancien, ravivé par le retour d'un homme que le monde avait cru mort. Les corbeaux s'envolèrent dans un battement d'ailes noires, comme si le vent lui-même avait décidé de porter la nouvelle plus vite que n'importe quel messager. En quelques heures, Dry Creek bruissait d'une rumeur qui se répandait plus vite que la poudre sur une mèche. L'Apache était revenu. Les portes se fermaient avec des claquements secs, les volets grinçaient en se verrouillant, et les hommes, rassemblés devant le saloon, aux planches puis noircies par la fumée, serraient leurs carabines comme on serre un talisman contre le diable. 12 ans plus tôt, la même peur avait saisi la ville quand le shérif était tombé, une balle en pleine poitrine, et que les doigts, accusateurs, s'étaient tournés vers Nakai, cet Indien marié à une blanche, cet éclaireur qui avait osé franchir la ligne invisible tracée dans le sable. Dans l'ombre du bureau du shérif, Logan Kane arpentait la pièce comme un loup en cage, ses bottes claquant sur le plancher usé, ses yeux injectés de sang fixant la fenêtre embuée, où la neige collait en plaques irrégulières. À 40 ans, il portait encore l'uniforme de deputy avec une fierté arrogante, le badge terni par les ans mais poli, chaque soir comme un trophée. Autrefois compagnon d'armes de Nakai dans les patrouilles militaires le long de la frontière, il avait partagé le feu de camp, les balles et les silences lourds sous les étoiles du désert. Puis, lors de cette nuit fatale, il avait choisi la survie en trahissant l'amitié, en pointant du doigt l'Apache pour sauver sa propre peau. Le shérif mort, la ville en deuil, Logan avait endossé le rôle du protecteur, gagnant la confiance des habitants. Et même, dans les années de solitude de Liliane, il avait glissé sa main sur la sienne, transformant la pitié en possession. Il avait épousé la veuve de l'ennemi, élevé l'enfant qui n'était pas le sien, et bâti sa légende sur le mensonge d'un cadavre. Mais la peur le rongeait maintenant comme la rouille d'Aude ronge le fer. Il savait que Nakai n'était pas homme à oublier. Les Apaches portaient de la mémoire dans le sang, gravée plus profondément que n'importe quelle cicatrice. « Il était revenu pour moi », murmura-t-il à son reflet dans la vitre, où son visage se superposait à la tempête extérieure.
Dehors, les hommes du saloon formaient un cercle serré, leur voix basse vibrant d'une colère contenue, évoquant la potence dressée jadis pour un autre Indien. Les cordes neuves, encore pendues, dans la grange comme un avertissement. « On l'attrapera avant qu'il ne touche à quiconque », grogna le forgeron, son marteau posé sur l'épaule comme une promesse de violence, tandis que le tenancier versait du whisky dans des verres ébréchés, l'alcool ambré tremblant sous les mains nerveuses. Au cœur de cette agitation, Liliane se tenait dans la cuisine de sa petite auberge, les mains plongées dans une bassine d'eau glacée, où flottaient des pommes de terre rabougries, ses yeux fixant le vide au-delà de la fenêtre. Élie, perché sur un tabouret, épluchait les légumes avec un couteau trop grand pour ses doigts, ses gestes précis imitant ceux qu'il avait vus chez les rares voyageurs passant par Dry Creek. Il n'avait pas posé de questions sur l'étranger qui réparait la clôture, mais ses oreilles captèrent chaque murmure, filtrant à travers les murs minces. L'apache, il va tous nous égorger dans notre sommeil. Le garçon serra les dents, sentant une colère infamiliare monter en lui, une loyauté instinctive envers cet homme silencieux dont les mains saignaient sur le bois gelé. Logan surgit alors sans frapper, poussant la porte avec une violence qui fit trembler les casseroles suspendues, son manteau couvert de neige fondante laissant des flaques sur le sol. « Où est-il » aboya-t-il, sa voix rauque comme le gravier sous les roues d'un chariot. Liliane se redressa lentement, essuyant ses mains sur son tablier taché, son regard dur comme l'acier forgé dans les feux de la prairie. « Il répare ce que le vent a brisé, Logan, rien de plus. » Mais il s'approcha, son souffle chargé d'alcool et de peur, attrapant son bras avec une force qui laissait des marques rouges. « Tu le protèges encore, après ce qu'il t'a fait? Il t'a abandonné, Liliane, comme un chien abandonne un os rongé. » Élie bondit du tabouret, le couteau brandi, ses yeux noirs flamboyants. « Lâchez ma mère !» Logan le repoussa d'un revers de main, mais le geste fut assez pour que Liliane intervienne, sa voix tranchante comme une lame. « Sors d'ici, Logan, avant que la ville n'ait un autre shérif à enterrer. » Dehors, la neige continuait de tomber, effaçant les traces des pas de Nakai, mais pas les empreintes qu'il avait laissées dans les mémoires. Les hommes du saloon, enhardis par le whisky, formèrent une patrouille improvisée, leurs lanternes oscillant comme des yeux jaunes dans la nuit naissante, prêts à traquer l'ombre apache. Logan les rejoignit, son revolver chargé, jurant à voix haute que cette fois, la frontière serait tracée dans le sang. Pourtant, au fond de lui, une voix ancienne murmurait « Les fantômes ne meurent pas si facilement, et les trahisons reviennent toujours avec le vent du nord. » La nuit tomba comme une lame de hache sur Dry Creek, et le vent du nord, chargé de cristaux de glace, se mit à fouetter les murs de l'auberge avec une rage renouvelée, transformant chaque fissure en sifflement aigu. À l'intérieur, la lueur orangée du poêle à bois projetait des ombres longues sur les murs de planches, où les silhouettes de Liliane et de Nakai se découpaient comme deux statues figées dans un duel silencieux. Élie, tapi derrière la porte de la cuisine, retenait son souffle, les doigts crispés sur le chambranle, observant l'homme qui, pour la première fois depuis son retour, franchissait le seuil sans y être invité. Nakai posa son sac d'obsidienne près du feu, les éclats d'or noirs luisant comme des yeux de serpent dans la pénombre, et il s'agenouilla pour attiser les braises avec un tisonnier rouillé, ses mouvements lents et mesurés trahissant une familiarité ancienne avec cet endroit qu'il avait pourtant fui. Liliane, les bras croisés sur sa poitrine comme pour contenir un cœur prêt à exploser, le fixait sans un mot, ses lèvres pincées formant une ligne dure sous la lumière vacillante. L'air était lourd d'odeurs de bois brûlé, de graisse de bacon et de cette tension palpable qui précède les orages, même quand le ciel est déjà déchaîné dehors.
Tu n'as pas le droit d'entrer ici comme si rien n'avait changé. Lâcha-t-elle enfin, sa voix basse mais tranchante, vibrant comme une corde de guitare tendue à se rompre. Nakai ne répondit pas immédiatement. Il ajouta une bûche, observant les étincelles monter en spirale vers le conduit noirci, avant de se redresser lentement, son ombre grandissant sur le mur comme celle d'un géant sorti des légendes apaches. Rien n'a changé, Liliane. Le vent emporte les maisons, pas les souvenirs. Elle secoua la tête, un geste sec qui fit voler une mèche grise sur son front, et elle s'approcha, assez près pour qu'il sente la chaleur de son corps, malgré le froid qui suintait des planches. Les souvenirs? Tu parles de ceux où tu m'as laissé seul, avec un enfant à naître, accusé de traîtrise par les miens et de folie par les tiens. Élie sentit son cœur cogner dans sa poitrine comme un mustang affolé. Il n'avait jamais entendu sa mère parler ainsi, avec cette fureur contenue qui faisait trembler sa voix pourtant ferme. Il glissa un œil plus franc par l'entrebâillement, voyant Nakai baisser la tête, ses mains ouvertes en un geste de reddition inhabituel pour un guerrier. « J'ai fui pour te protéger. Une balle dans le dos valait mieux que la potence devant tes yeux. » Liliane rit, un rire amer qui résonna comme un éclat de verre brisé sur le plancher. « Me protéger ? En me laissant affronter les regards, les murmures, les nuits où je comptais les étoiles pour oublier que l'homme que j'aimais avait disparu sans un au revoir. » Le garçon ne comprenait pas tous les mots, mais il saisissait les images. Sa mère, seule sous la lune, les yeux rougis. Cet homme, maintenant devant elle, marqué par des routes infinies et des combats invisibles. Nakai s'approcha du poêle, tendit ses mains gercées vers les flammes, et pour la première fois, Élie vit une vulnérabilité dans ce dos large, dans ses épaules qui portaient l'hier le poids de deux mondes en guerre. J'ai vu des campements brûlés, des enfants apaches pendus comme des trophées, et j'ai pensé que te laisser partir était le seul cadeau que je pouvais t'offrir. Liliane s'avança encore, assez pour poser une main sur son bras, un contact fugace qui fit sursauter Nakai comme s'il avait été brûlé. Et moi, j'ai élevé Élie en lui apprenant à haïr le nom que je n'osais plus prononcer. À ce moment, Élie ne put se retenir. Il poussa la porte, entrant dans la lumière comme un faon, sorti des fourrés, ses yeux noirs fixant Nakai avec une curiosité mêlée de défi. « Vous êtes l'homme de la clôture. Pourquoi vous réparez ce qui est au cassé si vous partez toujours ?» La question, innocente et directe, coupa court à la tension, forçant Liliane à reculer d'un pas, les larmes qu'elle retenait enfin perlant au bord de ses cils. Nakai s'agenouilla à bonne hauteur du garçon, son regard rencontrant le sien sans ciller, et il répondit d'une voix douce comme le murmure du vent dans les pins. « Parce que certains bris ne se réparent qu'avec le temps, et que je n'ai plus de temps à perdre. » Dehors, les lanternes de la patrouille balayaient la neige, leurs faisceaux jaunes perçant la nuit comme des lames, et les voix des hommes montaient en un grondement sourd, promettant la justice expéditive des frontières. Mais à l'intérieur, autour du poêle qui crépitait, une autre forme de feu couvait, plus lente, plus dangereuse, celle des vérités enfouies qui remontent à la surface comme des sources chaudes sous la glace. Et si vous écoutez cette histoire jusqu'au bout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car ce qui se passe ensuite dans cette auberge pourrait bien changer le cours d'une vie entière. Liliane attrapa une couverture usée sur une chaise, la jetant sur les épaules de Nakai, sans un mot, un geste maternel et ancien qui contrastait avec la dureté de ses paroles. Élie, sentant que la nuit n'était pas finie, s'assit sur le plancher près du feu, observant les deux adultes qui se mesuraient du regard, comme deux pistoleros avant le duel, mais armés seulement de souvenirs et de regrets. Le vent hurlait toujours, mais dans cette pièce exiguë, une chaleur nouvelle naissait, fragile comme une braise dans la cendre, prête à s'embraser ou à s'éteindre pour toujours. La braise s'éteignit lentement dans le poêle,
laissant derrière elle une odeur âcre de bois, consumé qui se mêlait à celle de la neige fondante sur les bottes, et tandis que la nuit s'épaississait comme une encre noire versée sur la terre, Nakai se glissa hors de l'auberge sans un bruit, son ombre se fondant dans les tourbillons blancs qui balayaient la rue déserte. Ellie, feignant le sommeil sur sa paillasse, entendit le craquement discret de la porte et, poussé par une curiosité plus forte que la peur, enfila ses mocassins usés pour suivre l'homme à travers la tempête, ses pas minuscules s'enfonçant dans les traces plus larges que Nakai laissait derrière lui comme un sentier de fantômes. La cabane de Harris se dressait à l'extrémité ouest du village, une masure de rondins noircie par les ans, à demi ensevelie sous une congère qui semblait vouloir l'avaler entière, et la cheminée crachait en une fumée rare, fine comme un fil de soie, tendue vers le ciel hostile. Nakai frappa 2 coups secs contre la porte gelée, qui s'entr'ouvrit sur un visage ravagé par la maladie. Harris, ancien chasseur de primes, reconverti en ermite, gisait sur une couche de peau de bison râpée, son corps maigre secoué par une toux qui faisait vibrer les murs comme un tambour de guerre lointain. Ses yeux, injectés de sang et voilés par la fièvre, reconnurent immédiatement l'Apache, et un sourire édenté étira ses lèvres gercées. « Je savais que tu viendrais avant que la mort ne m'emporte, Nakai. Entre, avant que le froid ne vole mes dernières paroles. » Ellie, tapie derrière un tas de bois fendu, retint son souffle tandis que Nakai pénétrait dans la lueur tremblotante d'une lampe à huile, dont la mèche noircie projetait des ombres dansantes sur les murs couverts de peau séchée et de cartouches fiducieuses vides. Harris toussa encore, crachant un filet de sang sur sa couverture, et tendit une main osseuse vers une boîte de fer-blanc rouillé cachée sous son oreiller, ses doigts tremblants, luttant contre le couvercle comme contre un ennemi invisible. « Prends ça, c'est ce qui reste de cette nuit maudite. » À l'intérieur gisait un badge de shérif terni, percé d'un trou de balle et maculé de sang séché. Un éclat de métal qui racontait plus d'histoires que n'importe quel journal de la frontière. Nakai saisit l'objet avec précaution, le tournant entre ses doigts comme on manipule une relique sacrée, et Harris poursuivit d'une voix rauque, entrecoupée de râles. « J'étais là, caché derrière les barriques du saloon, quand Logan a tiré. Pas toi. Lui. Il visait le shérif pour un vieux compte, une dette de jeu, ou une femme, je ne sais plus. Mais la balle a ricoché sur le badge et fini dans la poitrine. » Le vieil homme s'arrêta, reprenant son souffle, ses yeux fixant le plafond comme s'il y voyait défiler les spectres de cette nuit. « J'ai vu Logan essuyer son revolver, pointer du doigt ton cheval qui s'enfuyait et hurler que l'Apache avait tué le lawman. » La foule a suivi, comme toujours, aveugle et assoiffée de sang indien. Ellie sentit un frisson le traverser, non pas de froid, mais d'une révélation qui faisait vaciller le monde qu'il connaissait. Il pressa son oreille contre la paroi de rondins, captant chaque mot comme on capture des gouttes d'eau dans le désert. Nakai, immobile, serrait le badge si fort que ses jointures blanchissaient, et il demanda d'une voix basse, presque un murmure, « Pourquoi avoir gardé le silence pendant 12 hivers ?» Harris rit, un son sec comme des os qui s'entrechoquent, et répondit « Parce que j'étais un lâche, Nakai, un blanc qui chassait les Indiens pour la prime et qui savait que dire la vérité m'aurait valu la corde à côté de toi. Mais la mort rapproche les comptes, et je ne veux pas emporter ce poids dans la terre. » Le vent redoubla dehors, faisant claquer les volets comme des coups de feu lointains, et Harris fouilla encore sous sa couche pour en extraire un bout de papier jauni, plié en 4, qu'il tendit à Nakai avec un effort qui sembla lui coûter ses dernières forces. Une lettre que Logan a écrite à un complice, avant de brûler les preuves. Je l'ai volée dans sa selle. Elle parle du shérif, de l'argent volé,
de ton nom comme bouc émissaire. » Nakai déplia le papier, ses yeux parcourant les lignes irrégulières tracées à l'encre fanée, et pour la première fois, une lueur de quelque chose ressemblant à l'espoir traversa son regard sombre. Harris s'affaissa alors, sa respiration devenant sifflante, et il agrippa le poignet de Nakai avec une force surprenante. « Utilise ça, guerrier, pas pour la vengeance, mais pour que la vérité enterre les mensonges comme la neige enterre les os des bisons. » Ses yeux se voilèrent, son corps se relâcha, et un dernier souffle s'échappa de ses lèvres comme une prière aux esprits ancestraux. Nakai resta agenouillé un long moment, le badge et la lettre serrés contre sa poitrine, tandis qu'Ellie, dehors, reculait dans l'ombre, le cœur battant à tout rompre, comprenant que les secrets de cette nuit venaient de changer la carte de son monde à jamais. La neige se mit à tomber en lames obliques, comme si le ciel lui-même voulait trancher la nuit en deux, et tandis qu'Eli regagnait l'auberge en courant, ses poumons brûlants d'air gelé, la tempête redoubla, transformant Dry Creek en un tombeau blanc où les lanternes de la patrouille n'étaient plus que des lucioles mourantes dans le chaos. Nakai, le badge et la lettre, enfouis sous sa couverture de daim, marcha droit vers l'auberge de Lilian, ses bottes creusant un sillon profond que le vent s'empressait d'effacer, comme pour nier son existence même. La porte s'ouvrit avant qu'il ne frappe, et Lilian, le visage pâle comme la lune, caché derrière les nuages, le tira à l'intérieur d'un geste brusque, refermant derrière lui avec un claquement qui résonna comme un coup de feu dans le silence oppressant. À l'intérieur, le poêle ronflait comme un animal blessé, projetant une chaleur âcre qui contrastait avec le froid mortel dehors, et Ellie, essoufflée, se précipita vers sa mère, ses yeux écarquillés, fixant Nakai avec une intensité qui forçait les adultes à baisser le regard. « Il est mort, maman. Harris est mort, et il a tout dit à... lui. » Lilian attrapa son fils par les épaules, ses doigts s'enfonçant dans la laine trempée, mais avant qu'elle ne puisse parler, la porte explosa sous un coup de botte violent, et Logan Kane fit irruption, son manteau blanc de neige, son revolver déjà à moitié sorti du holster, les yeux fous comme ceux d'un coyote acculé. « Je savais que tu te cacherais ici, Apache !» hurla-t-il, sa voix couvrant le hurlement du vent, et derrière lui, 3 hommes de la patrouille entrèrent, leurs carabines pointées, formant un demi-cercle menaçant autour du poêle. Nakai ne bougea pas, ses mains visibles et ouvertes, mais ses yeux noirs fixaient Logan avec une calme assurance qui fit reculer d'un pas le député, comme si le regard du guerrier portait en lui la mémoire de toutes les batailles perdues. « Je ne suis pas venu pour le sang, Logan, seulement pour la vérité. » Lilian se plaça devant Ellie, son corps frêle formant un bouclier vivant, et elle cracha. « La vérité? Celle que tu as enterrée avec le shérif ?» Logan ricana, un son rauque qui se perdit dans le crépitement du feu, et il avança, son revolver maintenant braqué sur la poitrine de Nakai. « La vérité, c'est que les Indiens comme toi n'ont pas leur place ici, et que cette femme a oublié ça en ouvrant ses jambes à un sauvage. » Ellie, tremblant de rage, bondit en avant, un vieux colt de Lilian à la main, qu'il avait pris sur l'étagère sans que personne ne le voie, et il visa Logan d'une main mal assurée. « Ne parlez pas de ma mère comme ça !» Le député tourna son arme vers le garçon, un sourire cruel étirant ses lèvres. Mais avant que le doigt ne presse la détente, Lilian arracha le badge de la poche de Nakai et le brandit haut, la lumière du poêle faisant briller le trou de balle comme une accusation vivante. « Regardez, c'est le badge du shérif, percé par la balle de Logan lui-même. Harris l'a gardé, et il était mort en confessant tout. » Les hommes de la patrouille hésitèrent, leurs carabines baissant légèrement, le doute s'insinuant comme le froid à travers les fissures des murs, et Logan blêmit, son revolver tremblant,
imperceptiblement. Mensonge, cette squaw protège son amant indien. Mais Nakai sortit la lettre jaunie, la tenant à bout de bras, et lut à voix haute les lignes accusatrices, chaque mot tombant comme une pierre dans un puits, silencieux. Les dettes, le vol, le nom de Nakai comme bouc émissaire. Le forgeron, le premier à baisser son arme, murmura « Mon Dieu, c'est l'écriture de Logan ». La tempête dehors semblait s'apaiser un instant, comme si les esprits écoutaient, et Liliane, les larmes coulant sur ses joues d'homme gelé, ajouta « J'ai vécu 12 ans avec ce mensonge sur les épaules. Assez. » Logan, acculé, tenta un dernier geste désespéré, levant son revolver vers Nakai, mais le coup partit de côté quand Ellie, dans un cri primal, pressa la détente de son colt. La balle érafla l'épaule du déporti, le faisant tourner sur lui-même. Et dans le chaos, Liliane saisit un tisonnier brûlant et frappa Logan à la tempe, l'envoyant au sol dans une gerbe de sang qui tachait la neige fondue à ses pieds. Les hommes de la patrouille, figés, laissèrent tomber leurs armes, et l'un d'eux, le tenancier du saloon, s'agenouilla pour lier les poignets de Logan avec sa propre ceinture. « C'est fini, Kane, la vérité a parlé. » Nakai fut emmené au bureau du shérif sous escorte, mais ce n'était plus une marche vers la potence. Les preuves, présentées au juge, venues de la ville voisine malgré la tempête, renversèrent l'accusation en un éclair, et Nakai fut libéré avant l'aube, le badge rendu comme un trophée de justice tardive. Il refusa cependant tout papier officiel, déclarant d'une voix ferme « Je n'ai besoin que de paix dans l'âme, pas de sceau blanc. » De retour à l'auberge, il trouva Ellie assis près du poêle éteint, les yeux rougis mais déterminés, et le garçon demanda « Vous partez encore ?» Nakai s'agenouilla, posant une main sur l'épaule fragile. « Non, un Apache ne quitte pas sa terre 2 fois. » Les semaines passèrent, la tempête laissant place à un dégel lent où la neige fondait en ruisseaux boueux, révélant la terre nue comme une cicatrice guérie, et Nakai, utilisant ses éclats d'obsidienne comme outil plutôt que comme arme, aida Liliane à reconstruire la maison, clouant des planches neuves sous un soleil timide qui perçait enfin les nuages. Ellie apprenait à ses côtés, nouant des cordes solides, taillant du bois avec précision, écoutant les leçons sur le vent qui annonce la pluie ou le silence qui précède le danger. Un matin clair, Nakai sella son cheval et partit vers les collines sud, laissant sur le seuil une chaîne de perles d'aigle et un acte de propriété pour des terres qu'il avait acquises en secret avec un mot gravé sur un bout de cuir. La justice est dans les mains qui rebâtissent. Quand l'hiver reviendra, souviens-toi que le vent pardonne aussi. Les années filèrent et chaque chute de neige sur les collines de Dry Creek portait l'écho d'un chant apache bas, une prière pour les égarés qui avaient retrouvé le chemin du retour, tandis que la maison reconstruite se dressait solide, abritant une famille forgée non par le sang, mais par le feu des épreuves et la solidité de la terre pardonnée. Et voilà, l'histoire de Nakai, Liliane et Ellie s'achève sur les collines enneigées de Dry Creek, où la vérité a fini par percer la glace. Qu'en pensez-vous? Le pardon peut-il vraiment effacer 12 hivers de mensonges? Nakai a-t-il trouvé la paix? Ou la frontière reste-t-elle une cicatrice ouverte? Partagez vos réflexions en commentaire. Dites-nous d'où vous écoutez cette saga du Far West. Merci d'avoir chevauché avec nous à travers la tempête. À bientôt pour une nouvelle légende des plaines gelées.